Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de Histoire et vestiges du Vieux-Brest. Elle s'inscrira dans une toute nouvelle catégorie, la catégorie Urbex. Aujourd'hui je vous propose de visiter un bunker de commandement ayant participé à la bataille de Brest en 1944. Il fait partie d'un vaste réseau fortifié appelé le Mur de l'Atlantique et occupe une place très importante dans l'histoire brestoise lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais sans plus attendre, je vais vous laisser découvrir ce bunker en espérant que cette toute nouvelle catégorie de vidéos vous plaise. Sur ce, je vous laisse et bon visionnage. En 1944 se joue l'un des combats les plus importants de la guerre de l'Atlantique, la bataille de Brest. Possédant un port militaire très important, ainsi qu'une puissante force sous-marine, la ville de Brest pour les Alliés était une ville à reconquérir très rapidement. Dans un premier temps, de violents bombardements eurent lieu. Leur but, neutraliser le maximum de forces à terre possible pour affaiblir les forces allemandes et ainsi prendre plus facilement la ville de Brest ainsi que sa base sous-marine. Au même moment en Normandie, le débarquement a lieu. Une sérieuse brèche est ouverte dans la défense de l'Europe par l'Axe. Ainsi, une partie des soldats alliés arrivent à faire cap sur Brest. Entre août et septembre, les terriblement célèbres parachutistes allemands sont envoyés sur la ville de Brest. C'est un corps d'armée redoutable et redouté de tous. Ils ont subi un dur entraînement et ont beaucoup d'expérience. Très vite, le général Ramke et ses officiers organisent la défense de la ville. Elle sera constituée de deux lignes de défense, la première étant les villes et les bourgs ceinturant la ville de Brest. Puis vient la seconde ligne de défense. Elle vient tout simplement relier la base sous-marine, point C, au fond de la Pinfel de point B. Elle passera par les banlieues de Saint-Martin entre le point B et le point A, puis les banlieues du bourg de Saint-Marc jusqu'au port du Moulin Blanc, point A. Notre bunker lui participera à la défense du quartier de Saint-Martin, au nord de Brest. Le 8 septembre à 10 h, le bombardement terrifique est lancé. Une partie du quartier de Saint-Martin est gravement touchée. Ces bombardements avaient pour but d'affaiblir la garnison allemande. Mais une résistance farouche apparaît. Un canon anti-char monté sur rail est toujours actif en haut de la rue Jean Jaurès. Et le quartier de Saint-Martin est toujours aussi difficile à conquérir. Face à l'armée allemande se trouve le bataillon de Barsanti ainsi que des fusiliers marins français. Les tirs d'artillerie, de mortiers, d'aviation assourdissent les occupants. L'ordre aux soldats est donné, se diviser pour former de petits groupes. Ils se cachent dans les maisons et tirent à la mitrailleuse sur tous les alliés. En riposte, des obus incendiaires sont tirés sur les maisons, mais l'armée allemande résiste toujours. Les alliés décident donc de contourner Saint-Martin et de s'emparer de la petite poche de résistance allemande du cimetière. Située quelques mètres derrière cette poche de résistance, les soldats allemands sont petit à petit encerclés. Enfin, de nouveaux ordres sont donnés. Une partie des soldats se replie, puis une autre résiste. Après 46 jours de siège, le 19 septembre 1944, la reddition est signée. Le général Ramke s'avoue être vaincu. Un signal radio est donc envoyé pour informer les soldats de la fin des hostilités. Mais la victoire a pour les Brestois un goût amer. Leur vieille ville, détruite à 99%, est à reconstruire. Les ruines de la vieille ville sont tassées. Ils comblent des trous, aplatissent le sol et le surélèvent parfois de 2 ou 3 mètres. Et certaines fois, ce sont des bunkers qui sont enterrés.
permettant pour certains d'oublier le passé et d'autres de le redécouvrir. On se retrouve donc devant le plan du bunker que nous allons bientôt visiter avec vous. C'est un bunker de type 117, de commandement de bataillon ou de division. Il est composé de 16 pièces. Et ce bunker est assez exceptionnel car il n'y en a que 3 sur Brest et c'est le seul qui est visitable. On se retrouve donc dans la première pièce, le sas d'entrée, pièce numéro 1 sur le plan. Sur le mur faisant face à la porte, on peut remarquer une petite cavité. Celle-ci permettait en fait de glisser des armes de poing ou mitrailleuses pour permettre de défendre le bunker de l'intérieur en cas d'attaque. Nous arrivons ensuite dans un second sas d'entrée. Celui-ci est assez simple, mis à part une grande cuve d'eau qui se situe sous le sol. Celle-ci devait sûrement contenir l'eau permettant aux occupants de rester enfermés pendant les combats de la bataille de Brest. On se retrouve donc dans la troisième pièce, qui est d'ailleurs l'une des pièces les plus grandes du bunker. Elle permettait aux officiers d'élaborer des plans pour la bataille de Brest. Mais c'était aussi une pièce où toutes les personnes se côtoyaient car au milieu de celle-ci, il y avait une table, des chaises et quelques bannettes au cas où des personnes viendraient dormir à l'intérieur de ce blocos. L'une des particularités les plus frappantes de la pièce reste sa peinture murale. Après la Seconde Guerre mondiale, nombreux sont les symboles qui furent détruits par la population. Symboles matériels ou peints. En l'occurrence, dans ce bunker, nous trouvons 2 symboles comme celui-ci. Nous verrons le second plus tard dans la vidéo, mais le premier est dans un excellent état de conservation. Nous pouvons voir sur la droite la meurtrière de la seconde entrée. Nous nous dirigeons dès à présent dans la pièce numéro 4. À l'intérieur de celle-ci, des officiers se reliaient pour mener les attaques au front. On y retrouvait donc sur le mur des bannettes, ainsi qu'un siège posé face à une table qui est elle-même face à un trou. Celui-ci donnait directement sur la salle radio et permettait aux officiers d'écouter en temps et en heure l'échange entre les troupes et le radiographe. Ils suivaient ainsi l'évolution du combat et adaptaient la position des soldats en fonction de la situation. Nous nous rendons enfin dans la salle numéro 5, qui était une salle dédiée à la garnison de défense. Chaque bunker de type 117 possédait sa propre défense, souvent des soldats de la Wehrmacht. Ils étaient logés dans ces pièces. À l'intérieur de celle-ci, il y a contre le mur des bannettes, comme l'on peut voir ici, ainsi que des tables, des chaises, permettant aux soldats de se reposer lorsqu'ils ne combattaient pas. À côté de cette pièce, une petite réserve se situait. On stockait à l'intérieur de celle-ci des munitions, la nourriture, ainsi que divers objets, permettant aux occupants du blocos de survivre lors des combats. Enfin, voici la pièce numéro 7.
C'est à l'intérieur de celle-ci que l'on trouvait les postes radio ainsi que ses opérateurs. On peut d'ailleurs observer sur le mur à gauche les restes des supports de radio. C'était l'espace vital du bunker, mais aussi des troupes au sol. En effet, c'est à partir de cette pièce que les ordres leur étaient donnés. Malheureusement pour nous, le calendrier étant censé rester à l'intérieur de celle-ci a été détruit. On pouvait y voir marqué la date d'anniversaire du dirigeant de l'Allemagne de l'époque, mais aussi les différentes alertes aériennes vécues par les soldats. Mais heureusement pour nous, on peut toujours voir au fond de la pièce une peinture murale. Sur celle-ci est marqué B78. Voici le trou reliant la salle radio à la chambre des officiers. La pièce numéro 8 qui est en fait le second sas d'entrée de la seconde entrée. Enfin, nous entrons dans la pièce numéro 9 de ce bunker. Malheureusement, le mur éclairé par la lampe torche devait accueillir une ouverture adaptée à une mitrailleuse. La plupart des bunkers de type 117 d'époque en possédaient une permettant de défendre les deux entrées. Nous nous dirigeons vers la pièce numéro 10 qui est la seconde entrée. Malheureusement, celle-ci est jonchée de débris. Pour cause, lors de la reconstruction de Brest, ce bunker a été enfoui environ 4 mètres sous le sol, et l'une des deux entrées a été enterrée. Nous allons à présent nous diriger vers les couloirs, donnant sur les 6 dernières pièces du blocos. Voici la pièce numéro 11 qui contenait tous les systèmes de ventilation du blocos. Elle permettait de ventiler le blocos, mais aussi de le protéger contre les attaques au gaz. Voici la pièce numéro 11 sur le plan. Celle-ci était une pièce très importante pour le bunker. En effet, un médecin était situé à l'intérieur pour soigner les blessés. On y retrouvait des tableaux d'opération, des bannettes pour qu'ils se reposent, ainsi que divers meubles de rangement. D'autres bunkers type 117, eux, avaient remplacé cette salle par une seconde salle de ventilation. Voici la pièce numéro 13. Cette pièce était en fait la chambre des officiers. C'était la pièce la plus grande du bunker et l'une des mieux équipées. Il possédait de grandes bannettes, beaucoup de meubles, de mobilier, et était très spacieuse et calme. Comme pour la troisième salle, on retrouve sur le mur une peinture murale en très bon état de conservation. Nous réempruntons le grand couloir pour accéder aux 3 dernières pièces.
Voici la 14e pièce. Cette pièce était en fait la chambre des sous-officiers. À côté de celle-ci se trouve la pièce d'observation. Comme son nom l'indique, elle permettait d'observer le champ de bataille. Même si aujourd'hui le bloco se trouve à 4 mètres sous terre, le trou éclairé par la lampe était à l'époque une tourelle en métal donnant sur l'extérieur. Le personnel pouvait ainsi regarder comment se déroulaient les combats. On peut d'ailleurs voir sur le côté du mur des points noirs qui étaient en fait les anciens supports d'échelle. Enfin, voici la dernière pièce. Cette pièce est très particulière. En effet, sur certains plans d'époque, nous pouvons lire Führerraum. Traduit en français, cela veut dire littéralement la chambre du Führer. Dans chaque bunker de ce type, une chambre était prévue pour le dirigeant de l'Allemagne de l'époque, mais aussi pour les grands généraux. Celle-ci était équipée d'une seule bannette et était la seule pièce pour une seule personne. Cet épisode est dès à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, la commenter, avec des commentaires constructifs si vous avez des critiques à faire. Cela permettra d'améliorer le contenu vidéo et audio pour votre plus grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et Kenavo pour une prochaine vidéo.